Bonjour à tous. Moi, ce qui m'a donné envie, ça a été Facebook qui a ameuté ces gilets jaunes. Il fallait porter un gilet jaune, il fallait descendre dans la rue parce qu'on avait un mécontentement. J'ai donc dit à tous mes amis, demain je ne serai pas là, je vais aller à la manif. J'étais, moi, à me dire qu'il n'y aurait personne. Et quand je suis arrivée, on s'est retrouvés à une cinquantaine, parce qu'il était 6h30 du matin. Et vers 7h30, 8h, là je vois du monde arriver. Je retrouve des gens que je n'avais pas revus depuis longtemps. Donc heureuse aussi de retrouver des gens que je n'avais pas vus depuis 7 ou 8 ans. Hein. Et plus les heures avançaient, plus on se retrouvait des gilets jaunes, mais partout, partout. J'en avais entendu parler par Facebook, il y avait plusieurs vidéos qui tournaient, des appels qui tournaient. Mais je me suis dit, bon, je vais aller voir, quoi. Donc j'ai pris mes patins et puis je me suis rendu à Balma. J'ai halluciné tout de suite, quoi. Personne n'a vu venir ce mouvement. Encore la veille, j'ai dû entendre Gilets jaunes à 9h du matin sans trop savoir ce que c'était que cette taxe et ce problème de taxe. On a dit que c'est le carburant, mais moi je crois plutôt que c'est un état général, c'est un ras-le-bol de plein de choses. Il y a trop d'injustice. Quand on sait que la France, c'est le 5e pays le plus riche au monde, et puis qu'il y a autant de misère. Quand j'ai su qu'il y avait les gilets jaunes, j'ai trouvé que c'était le moment d'en profiter. Parce qu'à mon avis, je crois que c'est notre dernière chance. Hein. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose, c'est obligé. Opération Escargot, barrage filtrant dans quelques heures. Les Gilets jaunes passent à l'offensive dans l'Hexagone. 1500 actions sont annoncées. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Merci de nous rejoindre ce matin en direct depuis le ministère de l'Intérieur. Pour connaître l'ampleur de la contestation des Gilets jaunes, tournons-nous vers le passé. À quel mouvement peut-on, selon vous, comparer ce que l'on vit aujourd'hui ? D'abord, j'ai même pas pensé à un mouvement, j'ai pensé à une journée, pas plus. Et là, on a été subjugués de voir autant de monde sur cet arrêt d'autoroute. On se réchauffait à des ronds-points, on mangeait ensemble. Les gens nous racontaient vraiment ce qui se passait chez eux. Il y en a qui se chauffent pas, qui ne mangent pas à leur faim, qui ne payent plus leur loyer, donc ils vont être expulsés. Il y en a énormément. Il y avait des mamies avec leur petite retraite et il n'y avait plus de pudeur. Et ça m'a vraiment émue parce que des femmes me disaient, tu sais, j'ai 2 enfants, puis on se tutoyait tous, en fin de compte, on ne se voyait pas, comme si on se connaissait tous. Et me disaient, mais moi, le 16 du mois, je ne sais pas ce que je vais donner à manger à mes enfants. J'ai découvert des choses qui se passaient dans les murs. Quand on se croise dans les escaliers, moi j'habite un HLM et je me rends compte qu'on galère énormément parce que tout a augmenté. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup plu, c'était vous pleurez parce qu'il n'y a plus rien dans les rayons actuellement, mais moi je pleure parce que je ne peux pas acheter quand les rayons sont pleins. Et ça m'avait touchée. 282 000 manifestants, un peu plus de 2000 manifestations, une personne décédée, 229 blessés, 117 interpellations. Est-ce que vous avez des nouveaux chiffres pour nous ce matin ? Une réévaluation légèrement à la hausse. 287 710 personnes ont été comptabilisées sur 2034 sites par nos forces de sécurité. Moi, j'ai pas confiance aux chiffres du ministère de l'Intérieur. Moi, je pense qu'ils sous-estiment le mouvement. Surtout dans les premiers, ils annonçaient 280 ou 300 000 personnes. Pour moi, il y avait beaucoup plus que 280 ou 300 000 personnes. À chaque rond-point, il y avait 100 personnes, 100, 150 personnes à chaque rond-point.
J'ai halluciné tout de suite, quoi, puisqu'il y avait, 200, 300 personnes, 400 personnes qui étaient en haut du pont de la Rocade et il y avait du monde qui était en bas qui bloquait la Rocade. Donc ça m'a pas déplu, ce côté sauvage, c'était plutôt signe d'un début de révolte sain, en fait, d'action et on y va, quoi, on y va, tant pis, c'est illégal, mais il y en a ras-le-bol, on y va, quoi. Bonjour monsieur, Les gens, faut pas se les mettre à dos. Et la plupart du temps, ça se passe bien. C'est peut-être bête, mais j'ai eu un a priori 3 fois. Quand c'est une grosse cylindrée, j'ai pas la même approche, mais je commence toujours comme ça. Je dis au gars, tu as le droit de pas être d'accord avec nous. Parce que je vois que tu forces sur le barrage. Mais nous, on a le droit aussi de revendiquer et d'exprimer nos souffrances. Mais ce qui m'a pas plu, c'est que quand il a fait le pouce vers le bas, puis surtout qu'il s'adresse à une femme. Alors, il a mis la main sur la porte comme si il a voulu sortir. C'est pas une envie que j'ai eue, c'est un réflexe et je lui ai mis une claque au gars. Après, j'ai regretté parce que j'ai vu qu'après, il y avait un gosse à côté. Et puis ça, c'est bon, ben... En fait, ça m'a modifié mon ADN. Ça m'a clairement modifié mon ADN. Enfin, il était prêt, mon ADN. C'est les grandes questions du peuple. Je trouve qu'on est dans une société qui est trop individualiste. On a l'impression que la société, c'est une somme d'individualités, mais moi, je pense qu'il faut d'abord avoir conscience du groupe. Et cette conscience, je l'ai redécouverte à travers ce mouvement, mais massivement. Le gilet jaune, il est social d'abord. Il y en a marre. Les gens avaient conscience qu'on marchait sur la tête. C'était ça suffit, il y avait un ras-le-bol général sans que les gens puissent décrire réellement à quel niveau ça suffisait. Au départ, il y avait vraiment beaucoup de gens lambda, entre guillemets, il y en avait énormément. Le but pour ces gens-là, il n'était pas clair, je pense. Un problème de pouvoir d'achat, problème de thunes par rapport au prix de l'essence, mais l'objectif, hormis ça, c'était pas très clair. Il m'a fallu, on va dire, une demi-heure de conversation avec les uns et les autres pour comprendre que ça arrivait des horizons très divers, voire carrément opposés. Et je me suis dit, il y a des extrêmes qui sont présents, et moi j'ai l'habitude des extrêmes qui se foutent sur la gueule. Et en observant un peu, je me suis aperçu que ça pétait pas. Et là, je me suis dit, il se passe un truc. Ils évitent des sujets, certes, mais ils se parlent, et je pense qu'ils sont pas plus cons que moi. Je pense que c'est historique ce qui est en train de se passer. On rentre chez soi, on se demande même si on était dans le réel, si on n'a pas eu un petit moment de rêve. C'est beau parce qu'on a retrouvé le peuple. On a discuté avec des gens avec qui on n'aurait jamais parlé. Et on se couche et on se dit, voilà, c'est une journée terminée, quoi. Comme souvent, il y a des manifs, ça dure qu'15 jours. J'ai une amie qui m'a parlé de la pétition de Priscilla Ludowski. Je pense que c'était vers la mi-novembre. Et elle me dit, Lisa, c'est intéressant, moi je vais le signer. Donc j'ai lu, j'ai trouvé très intéressant, j'ai signé. Puis le mouvement est parti et moi je l'ai regardé un peu de l'extérieur, quoi. J'y étais pas. Puis bon, les premières télévisions ont montré là, qu'il y avait l'extrême droite, donc ça, très peu pour moi, j'ai pas voulu. Puis je regardais, j'écoutais les revendications, je me disais, mais mince, les revendications, quand même, je suis d'accord avec la plupart. Je crois, ce qui m'a décidé, c'est la parole des femmes. On ne demande pas grand-chose, on demande plus de démocratie. Parce qu'il n'y en a pas dans ce pays, on nous dit vote et ferme ta gueule. En tant que citoyen, on n'a pas la possibilité de dire ce qu'on veut. On demande plus de justice fiscale parce que trop d'inégalités. On demande de cesser la casse des services publics parce qu'il y a plus de 200 services d'urgence en grève. J'ai entendu parler de tant de souffrances depuis le 17 novembre que j'ai enfin compris que je n'étais plus seule.
Avant, je cachais ma situation à tous. J'avais honte. Mais c'était sans compter que le mouvement allait permettre de mettre un coup de stabilo fluorescent sur la pauvreté en France. Moi, j'étais complètement émue par leur situation, par leur dignité et par ce qu'elles racontaient, quoi, de leurs difficultés. J'étais complètement en phase et je me suis dit, bon, je vais voir. Je ne mets pas le gilet jaune la première fois, donc ça devait être début décembre. En plus, moi, ça fait 50 ans que je manifeste pour tout ça. Et il n'y avait pas les gens que je connaissais, ou très peu. Je me disais, bon, mais où tu es tombée? Qui sont ces gens? Je me posais plein de questions. Ça allait des gens qui touchaient le RSA, mais y compris des auto-entrepreneurs. Il y avait beaucoup de gens dans les services, beaucoup d'ouvriers, énormément de retraités. Beaucoup de femmes aussi. Et ça, c'est un des éléments essentiels, du fait que ça tienne. Vous avez beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé et puis qui ne peuvent pas se soigner. Ils ne peuvent pas payer de mutuelle. Et c'est ça que j'aime, c'est que c'est diversifié. Tous ensemble, hey, hey, tous ensemble, hey, hey, tous ensemble. C'est parti des taxes d'essence. Bon, moi, personnellement, je me suis posé la question pendant un petit moment, parce que je suis assez écolo, si c'était pas contre-productif pour l'écologie, quoi. Mais en fait, je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était une des revendications, les taxes de l'essence, mais c'était pas que l'unique revendication, quoi. C'est surtout l'inégalité de l'impôt. Et ça s'est aggravé, sous Macron, ça s'est aggravé, quoi. C'est même pas Macron, je dirais. Macron, c'est un symbole sur lequel on peut taper. C'est les actionnaires, c'est les tribunaux d'arbitrage. Le CETA, le TAFTA, tous ces trucs-là, c'est ça pour moi qui filtre. Et le marché est supérieur à l'humain. Et c'est insupportable. La taxe écologique, oui, les gens se sont pas insurgés contre la taxe écologique. Mais c'est derrière, Macron ne fait qu'appliquer un processus qui se déroule derrière, en fait. Changeons le système, pas le climat. Changeons le système, pas le climat. Ceux que j'ai rencontrés qui manifestaient pour la première fois, ils se sont sentis vexés au sujet de la taxe sur le carburant. Ils ont dit, mais on n'est pas moins écolo que le reste des Français. Simplement, nous, on ne peut pas le payer. Là, c'est un truc de luxe, voilà. Donc l'idée de l'écologie, elle est sous-jacente dans les revendications des Gilets jaunes, même si ce n'est pas la première qu'ils mettent en avant. Les Gilets jaunes sont rentrés par la porte sociale. Mais on est en demande, on est vraiment en demande. La quasi-totalité des Gilets jaunes sont prêts à recevoir des messages purement écologiques et à agir en conséquence, parce qu'ils sont en train de comprendre que les quelques revendications des quelques euros en fin de mois qui sont durs à obtenir vont être de plus en plus durs à obtenir si on ne traite pas l'écologie. Je vois en fait une policière que je connais et qui me dit vous pouvez pas y aller, là c'est dangereux, il y a des cocktails Molotov, il y a des pierres. Je dis mais non, ça marche pas comme ça, les Gilets jaunes, on va aller là où on veut, on est libre. Puis finalement on va rejoindre la manif du climat. Et là, au bout d'une demi-heure, les gaz lacrymogènes sans sommation. Et là je comprends pas quoi. Franchement, j'ai honte. On est un peu déterminés. On ira au bout. C'est trop. Moi, la colère, je l'ai vue. Voilà, je l'ai entendue et je le sens. Parce que vu comment ils jettent les grenades, ça fait quand même des trous dans le bitume. Regardez-les. On y pris un sandwich grave. Ils doivent nous attendre, les CRS, là-bas au bout. Lâche-ball. Allez, vas-y. Moi, j'ai ressenti depuis le début décembre un truc anormal de la part de la police. Je te dis, hein, j'ai l'habitude, ça fait 50 ans que je manifeste. La première fois, c'était en 68. Mais c'est la première fois de ma vie que je vais à une manif en ayant mal au ventre de peur.
justement, à la manif du climat, j'étais face à une barrière de CRS qui ne voulaient pas qu'on revienne vers la ville. Et donc j'étais à 20 cm de leur visage. Et il y en a un qui était extrêmement jeune, je pense qu'il avait 19 ans. Et j'essayais de capter son regard pour lui parler. Et il regardait à l'horizon très loin, et il était gêné, quoi. On est gazé, on est maltraité quand même. Donc quand on fait notre manifestation, elle est bon enfant. Il y a de la musique, on danse et tout le monde se parle. Et puis d'un seul coup, il est 16h30, 16h45. Et là, on est gazé. Donc tout le monde part dans tous les sens. On court parce que ça brûle les yeux, ça brûle les poumons. On est obligé d'avoir des masques. On est obligé quand même d'avoir des lunettes de ski. Autrement, on ne tiendrait pas. Donc à partir de là, oui, la violence commence. Voilà, on jette les poubelles, on met le feu parce que les barricades, c'est la seule façon qu'on nous laisse tranquille pendant un petit moment, parce que les gaz, ils ne peuvent plus nous en jeter. C'est l'explication des casseurs. Regarde ce qui se passe à Toulouse. Regardez. Regardez bien, hein. Macron, il faut qu'il dégage. Si ça, il comprend pas, il comprendra jamais. Tout ça, c'est la jeunesse, regardez. On est obligé d'avoir du culot. On a moins peur. Là, le courage nous revient. On se dit, ils sont là, donc il fallait à tout prix continuer. En fait, je pense qu'on a la niaque, on ne veut pas les laisser gagner. Alors moi, j'interprète ça comme évidemment orchestré par le gouvernement. C'est une demande du gouvernement de montrer que ces manifestations sont dangereuses pour essayer d'empêcher que les gens continuent à y aller. Et ils ont gagné là-dessus. Il y a des gens que je ne vois plus. Et je les ai rencontrés par ailleurs. Ils m'ont dit, non mais nos femmes ont trop peur. Elles nous interdisent de venir. Elles-mêmes ne veulent plus venir. Elles vont sur les ronds-points, à la place. Parce qu'elles ont trop peur. Et après, alors ce que j'ai vu dans les médias au début, c'est toutes les images des casseurs en boucle. Voilà. Donc là aussi, pour discréditer le mouvement, il n'y a rien de tel, quoi. Très vite, quand il a commencé à pleuvoir, à faire des journées dures, on s'est dit il nous faut un truc pour se protéger. Alors au début, il y a quelqu'un qui a amené sa caravane. Donc on s'abritait après la caravane. Et puis après, ceux qui étaient dans le bâtiment ou qui avaient des matériaux chez eux qui traînaient, qu'ils n'utilisaient pas, on commençait à amener les matériaux. Et puis ceux qui savaient fabriquer des cabanes, on commençait à installer. Chacun en fonction de son emploi du temps, de sa vie, si tu as des enfants, si tu es célibataire, il donnait le mieux qu'il pouvait, en fait. On avait beaucoup de retraités. Et les retraités, eux, ils avaient beaucoup de temps libre. Et des gens aussi qui étaient très isolés. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens en France qui étaient isolés, qui étaient seuls. Et qui, en venant sur les ronds-points, au-delà de vouloir changer les choses, améliorer les conditions de vie, ils retrouvaient une chaleur humaine. Ils se recréent une famille. D'ailleurs, il y a des gens qui appellent ça la famille des Gilets jaunes. Au final, ça a été des nuits entières passées à veiller le feu, parce que les premiers jours, c'était ça, quoi. On a commencé à mener nos bidons, faire du feu à l'intérieur, et on se relayait. Il y avait des gens qui restaient la nuit entière. Et il y avait des équipes de relais, on ne laissait jamais le feu seul. Quand on a commencé, c'était au mois de décembre, janvier, février, donc il faisait froid, donc forcément, le feu devenait indispensable.
Et donc du coup, vu qu'on a vu que ça tenait, on se retrouvait, il y avait vraiment ce plaisir de revenir, chacun échangeait ses expériences de vie. La dimension politique, on l'a vu après, quoi. Sur le moment, c'était vraiment l'idée d'être ensemble. Et on s'est rendu compte qu'au final, ceux qui payaient le plus d'impôts, le plus de taxes, c'était les petits travailleurs, quoi. Des retraités qui avaient travaillé toute leur vie ne pouvaient plus vivre décemment, qu'il y avait des gens qui payaient au SMIC, avaient du mal à finir les fins de mois. Voilà, toute cette misère, toute cette solitude aussi. Et c'est tellement chaleureux. Moi, je sais que je me considère comme étant quand même frileuse. Et là, on a passé des nuits entières, des soirées entières dans le froid autour de ce bois, mais j'en ai pas un pet de souvenir d'avoir eu froid. Enfin, on était juste bien, quoi. On discutait, puis chacun avait le droit de parler. Il n'y avait pas de jugement. On arrivait à ce qu'on était, en fait. On avait le droit de ne pas savoir parler, de ne pas savoir s'exprimer, de ne pas avoir de grande culture ou quoi. On s'en foutait. Chacun arrivait avec son humanité et sa façon d'être. Puis on était gilets jaunes, donc on était tous... Voilà, on s'écoutait tous, quoi. On n'a pas de chef, en fait, on n'a qu'un responsable qui n'est pas là d'ailleurs. Non, il n'y a pas de responsable. C'est un porte-parole. C'est pas un responsable. Et qui n'est pas là justement pour l'instant. Exactement. Je vous dis, il y a beaucoup de retraités. Ils touchent 600 euros, 650 euros. Qu'est-ce qu'il va faire avec ces 650 euros? Il ne peut pas vivre. Tous les paysans, ils sont à 600 euros. Donc, comment vous voulez vivre avec 600 euros? Bon, ils font leur jardin, heureusement d'ailleurs. Ils élèvent leurs poules, ils ont leurs chèvres, leurs moutons, et ils vivent comme ça. Il n'y a pas que les retraités, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail, parce que sur Millau, il y a très peu de travail. Il y a beaucoup de jeunes qui sont au RSA, il y a plein de gens qui sont... Il y a des femmes seules, il y a... Les grandes décisions, on donne du pouvoir au peuple. Et puis on écoute le peuple. Le peuple dit non, on fait pas comme l'Europe. L'Europe, tout le monde a dit non, et puis on l'a fait. Voilà. Donc, et là, c'est ce qu'on veut, nous, c'est justement avoir ce poids de dire si les gens disent non, eh bien on le fait pas. Le samedi d'après, j'ai mis un gilet jaune. Et là, ça a tout changé. Parce que le gilet jaune, c'est bizarre. Pour moi, maintenant, je le vis comme un uniforme un peu. Comme un uniforme qui nous permet de gommer toutes les classes sociales. Je me dis, on est tous pareils, là, il n'y a plus de différence. Et en ayant le gilet jaune, j'ai parlé à plein de gens, de femmes qui me racontaient leur vie, d'hommes, de... Moi, ce que j'aime dans ces rencontres, c'est que les gens, ils se mettent à nu très vite. Ils te disent combien ils gagnent, ils te disent leurs difficultés, sans honte et en restant digne, quoi. C'est ça qui me plaît beaucoup dans ce mouvement. Et c'était plein de gens qui me disaient c'est la première fois que je viens manifester de ma vie. Moi, j'ai mis un gilet jaune. J'ai vu un mouvement populaire où chacun venait en tant qu'individu avec ce signe-là. Donc, j'ai trouvé ça fort. Je suis allé dans la rue. Je suis pas allé sur les ronds-points parce que je suis pas motorisé. Je suis allé au plus proche. Avec un soupçon d'orgueil au début, tu vois, en tant que vieux militant qui lutte depuis très longtemps et qui en a bouffé des ronds-points et du gaz lacrymogène depuis des années, de voir des gens qui, quelque part, revendiquaient de sortir pour la première fois. Il y a un côté un peu vexant, mais en même temps
hyper joyeux qu'il soit là, quoi. Donc ça a été un élan. C'est la seule chose où je peux le remercier, c'est nous avoir fait descendre dans la rue pour nous rencontrer, pour redevenir des êtres humains. Chose qui s'était perdue, on n'était plus des êtres humains, on était tous robotisés. Macron avec ta Rolex, c'est l'heure de la révolution. Fin du monde, fin de mois, désobéissance civile. Macron CAC 40, voleur. Bienvenue en lacrymocratie. France championne du monde de flashball. Fâché, mais pas facho. Trop de taxes, Macron dégage. La révolution est en marche. Je sais pas ce qu'il y a sur lui. Moi, c'est les revendications initiales qui me font continuer aussi, hein, bien sûr. Le RIC, moi je suis d'accord, surtout le révocatoire du RIC, parce que bon, les gens qui font pas leur boulot ou qui ne font pas ce qu'ils ont annoncé qu'ils feraient, ou bien qui sont pas corrects, quoi, moi je pense qu'il faut les révoquer. Ensuite, il y a... Voilà, là, une meilleure répartition des richesses, c'est urgentissime. Là, il y a trop d'inégalités sociales, des gens qui crèvent la dalle, qui sont dans la rue. Et je suis outrée aussi qu'on s'habitue à passer à côté de gens dans la rue, d'enfants dans la rue. Bon, des choses comme ça, elles y sont, ces revendications-là, dans le mouvement des Gilets jaunes. Et moi, c'est ça que je veux continuer à défendre, voilà. Uniquement pour le pouvoir d'achat, on est là pour défendre nos travails, on est là pour défendre nos gosses, on est là pour défendre notre pays. Je vais parler d'une certaine France qui n'est pas connue, qui est inconnue, c'est la France de Mayotte, 101e département français. Et il y a plusieurs milliers de Comoriens qui sont morts dans la mer, entre les îles des Comores et entre l'île de Mayotte. Et j'ai eu des témoignages personnels d'un Mahorais qui m'a raconté. Il a vu les gardes frontières français avec leurs bateaux à moteur tourner en rond autour des chaloupes, des gens qui tentent la traversée. Et ces gens, ils savent pas nager. Et c'est inacceptable, inacceptable. C'est des frères et des sœurs. On doit être solidaires les uns avec les autres. Parce qu'ils essayent de nous pointer du doigt les mauvais ennemis. Ils essayent de pointer du doigt les immigrés, les musulmans, les assistés, les chômeurs. Mais pourquoi ils font ça? Parce que sinon, on pointe du doigt les vrais responsables. Ils détruisent les peuples, ils détruisent la planète, ils détruisent les cultures. Et ça, c'est inacceptable. C'est pour ça aussi qu'on est là. Résistance! Vu qu'il y avait de plus en plus de monde sur Toulouse, donc je considérais qu'il fallait gonfler le nombre, quoi, que l'objectif, c'est vraiment qu'il y ait du monde. Donc je suis partie sur les manifestations à Toulouse. Et au début, c'était un samedi sur deux. Il y a des fois même, j'y allais le matin sur Foix et l'après-midi, je partais à Toulouse. Ben, de toute façon, après, ma vie n'était organisée qu'autour des Gilets jaunes, quoi. Je veux dire, je mangeais, je buvais, je dormais Gilets jaunes. C'était vraiment un mouvement dans lequel on ne pouvait pas, à mon avis, y aller un petit peu, que de temps en temps. C'était trop prenant, il y avait trop d'émotions. C'est des manifs un peu spéciales, j'avouerai. Souvent les manifs à Toulouse, ça commence à 14h à Jean-Jaurès. Ouais. Ça se passe très bien. On manifeste dans le calme et souvent c'est très pacifique. C'est très très pacifique, quoi. Et on s'aperçoit que vers le coup de 16h30, en fait ils nous bloquent dans des sas. Ils ferment toutes les issues. Ils ouvrent que l'issue par où on est arrivé, quoi. Et ils commencent à gazer. Et donc là il y a un mouvement de foule. On se barre tous et le problème c'est qu'après ils nous poursuivent. Dès qu'arrive 4 heures maintenant, je commence à être fébrile, je regarde dans l'air, je regarde partout, je regarde si je vois pas des gaz lacrymogènes, j'écoute si j'entends pas les LBD, j'ai peur. Ça je l'avais jamais vu dans aucune manifestation. Au milieu des enfants encore. Ouais. Il y a des gosses, il y a des vieux, il y a tout le monde qui est là. Et ils envoient leur saloperie. Attention, sur nous. Regardez, ça vient du ciel là-bas. Regardez bien.
J'adore le samedi après-midi venir me promener à Toulouse, ça me fait très plaisir. Mais là maintenant, il y en a assez. Il faut savoir à un moment s'arrêter. On vous propose le débat, alors faites un pas. On fait un pas vers les Gilets jaunes, faites un pas de votre côté vous aussi. Il peut y avoir des remontées qui seront prises, c'est sûr, par le gouvernement pour que vous soyez satisfaits, que tout le monde soit satisfait. Je suis pas riche, j'ai une petite retraite, j'ai moins de 1000 € par mois, avec un loyer de 500 € par mois, vous voyez. Mais je dis, il y a un moment où il faut s'arrêter. Et nous, la moitié des Français en a ras-le-bol. Alors il faut quand même, nous aussi, le prendre en compte. Voilà. Qu'est-ce qu'on va défendre? Qu'est-ce qu'on défend et qu'est-ce qu'on veut défendre? Est-ce qu'on veut faire une liste à l'après-vert de revendications qui existe déjà, qui est incomplète, qui est parfois contradictoire? Ou est-ce qu'on veut prendre le temps, parce que pour ça il faudra prendre le temps, de définir ensemble et collectivement quelles valeurs on veut porter, en tout cas pour les Gilets jaunes à Toulouse, quelles valeurs, quelle forme de société on veut défendre. Il va bien falloir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui parle pour les Gilets jaunes. Ça va être obligé. Mais on est trop de Gilets jaunes. On a chacun un avis différent. C'est assez compliqué, je pense. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va commencer cette 4e AG. Avant de commencer l'Assemblée Générale, on va demander à tout le monde de faire, comme à la dernière Assemblée Générale, une minute de silence pour toutes les personnes qui ont été blessées et mutilées le samedi dernier. Minute de silence. Merci, on lâche rien. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous allez lever la main au moment où je vais vous le demander. Est-ce que vous êtes pour que cette proposition soit écrite en compte-rendu, mais pas posée en AG maintenant? Est-ce que vous êtes contre? Il y a eu tout de suite, de la part de certaines personnes, une défiance très très profonde. J'ai entendu parmi les conversations qu'il y avait, des personnes qui étaient dans la critique immédiate de c'est qui ces gens-là qui nous organisent ce truc-là, la manière dont ils font les choses, c'est pas bien, c'est pas ça, c'est pas comme ça, il faudrait pas faire ci, il faudrait pas faire ça, c'est pas de la démocratie, ça c'est... Et voilà, après il y a une indulgence à avoir, enfin... Regardez, c'est clair. Vous êtes contre, c'est ok. Il n'y a pas besoin de crier. Vous êtes contre cette proposition. Non, ça part pas dans tous les sens. Ce qui les fait partir dans tous les sens, c'est qu'on ne veut pas de représentants. Donc du coup, tous les gens qui pourraient avoir l'habitude d'organiser le mouvement, d'organiser la suite, sont rejetés. Donc, c'est pour ça qu'aux AG, on passe énormément de temps à voter. On vote même le fait de voter. Donc, mais en même temps, je comprends ça parce qu'il y a tellement de récupération qu'on ne veut pas, par les partis politiques ou autre chose. Donc, moi, je comprends cette lenteur, mais je vois quand même qu'on essaie de s'organiser. Encore. Oui, bonjour à tous. Bon, moi, ce que je voulais dire, c'est par rapport aux manifestations du samedi. C'est marrant, les Gilets jaunes que j'ai rencontrés, ils ne s'autorisaient pas à parler de politique. Et là, moi, je pense qu'il y a eu une formation accélérée extraordinaire de la prise de parole et de la conscience politique qu'ils avaient en eux, qu'ils avaient brimée parce qu'ils étaient dans la honte et dans leur survie, voilà. Et là, tout ce qu'on leur annonce comme étant des progrès sociaux, ils sont pas dupes. Ils déconstruisent tout de suite.
C'est fou la vitesse à laquelle ça évolue, tout ça. On part il y a quelques semaines, quoi, mine de rien, avec des revendications spécifiquement sur la hausse du carburant dans un tout premier temps et des processus démocratiques, pas vraiment démocratiques au sein des groupes. Et aujourd'hui, la dernière Assemblée générale, on s'approche de quelque chose d'exemplaire en matière de démocratie. Des outils ont émergé, il y a une écoute, il y a un langage commun qui est en train de s'approprier, un vocabulaire, et des manières de faire. Waouh! Quand on arrive à être disloqué, parce qu'ils finissent toujours par nous disloquer, il ne faut pas que l'on perde notre temps. Quand on est disloqué, il faut aller voir les passants, ceux qui nous ont vus, ceux qui nous regardent dans la rue. Il faut aller leur dire les raisons de notre présence là. Et je remarque qu'on ne le fait pas assez. On fuit parce qu'on est disloqué, on se disperse, on reste entre nous. Non, il ne faut pas rester entre nous. Là, on est dispersé, on parle avec les gens, on leur dit, vous savez pourquoi on est là? Contre l'ISF, pour les augmentations de salaire. On est là pour les retraites, on est là pour tout ça. Et vous aussi, vous devez y être. Voilà. Appel de la première assemblée des Gilets jaunes. Nous, Gilets jaunes des ronds-points, des parkings, des places, des assemblées, des manifs. Nous sommes réunis ces 26 et 27 janvier 2019 en Assemblée des assemblées, réunissant une centaine de délégations répondant à l'appel des Gilets jaunes de Commercy. Depuis le 17 novembre, du plus petit village du monde rural à la plus grande ville, nous nous sommes soulevés contre cette société profondément violente, injuste et insupportable. Nous nous révoltons contre la vie chère, la précarité et la misère. Nous voulons pour nos proches, nos familles et nos enfants vivre dans la dignité. 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est inacceptable. Partageons la richesse et pas la misère, finissons-en avec les inégalités sociales. Nous exigeons l'augmentation immédiate des salaires, des minima sociaux, des allocations et des pensions, le droit inconditionnel au logement et à la santé, à l'éducation, des services publics gratuits et pour tous. Donc il y a une personne qui est mandatée par un groupe et qui va porter la parole du groupe auprès de l'Assemblée des assemblées. L'idée, c'est vraiment ça, c'est en fait de ne plus laisser une minorité prendre les décisions. La décision sera toujours collective, partira du bas. Et il y a juste un porteur de parole, ce qu'on appelle le mandaté, qui apportera la parole de la décision du groupe. Mais la décision sera toujours prise collectivement. En fait, c'est quoi le problème? C'est que je mets la lanière sur la tête, je mets les lunettes, le casque, et sans arrêt, quand je veux relever les lunettes, en fait, il faut que j'enlève le casque. Ça bien sur le côté. Voilà, j'applique le masque à gaz. Voilà. Le masque à gaz, les gaz qu'ils utilisent sont de plus en plus puissants. Les muscles les transforment en cyanure. Sur le long terme, je ne sais pas du tout ce que ça peut faire sur le corps humain. Du coup, moi, j'ai décidé de m'équiper avec un masque complet, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite, quoi. Parce que sur le long terme, ça fait 3 mois qu'on est sur le terrain. Voilà, j'ai pas envie de... Au début, j'étais manifestant. Les gens n'ont pas 50 moyens de s'exprimer à part manifester, quoi. J'ai aimé aussi la solidarité qu'il pouvait y avoir au sein des Gilets jaunes. Malgré tout ce qu'on a pu en dire par la suite, bon. J'ai aimé ça. De là, j'ai vu ces fameux médics qui étaient équipés et qui portaient secours à des gens, quoi. Par l'intermédiaire d'une connaissance qui était médic, j'ai assisté à une première réunion et j'ai enclenché le samedi en étant équipé sur une manif, quoi. Voilà. Et depuis, j'ai pas quitté les médics. On fait 2 insufflations, donc on pince la narine pour pas que l'air y reparte par là. On prend un peu d'air et on souffle. On
fait une vingtaine de kilomètres en moyenne tous les samedis. Mais après, par contre, ce qui est bien, c'est que là, on se retrouve entre citoyens volontaires. Et ça, c'est génial. Parce qu'en fait, ce que tu perds en fatigue physique, en fait, tu le gagnes en amour et en émulation, tu vois. Ça, franchement, ça, c'est vraiment à noter, quoi. Avec ce mouvement, je fais un peu le tour d'AG, de commissions citoyennes et tout. Et vraiment, pour moi, ce qui ressort fondamentalement, c'est que les gens, ils apprennent à parler entre eux, à s'engueuler, à s'aimer. T'as des couples qui se forment et tout, tu vois. Et ça, tu le retrouves dans toutes les initiatives citoyennes autour des Gilets jaunes. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir remarquer et apprécier à sa juste valeur, parce que c'est quelque chose qu'on perdait. Nous, les secouristes volontaires de Toulouse, on est neutres. On est neutre. On soigne tout ce qui tombe. Les CRS qui tombent, on les soigne aussi. C'est un parti pris, moi, qui me convient parce que je refuse de considérer les CRS comme des ennemis. On reste des simples citoyens volontaires. Oui, il y a des soignants entre nous, bien sûr. Mais moi, par exemple, moi, j'ai aucune notion de soin. Chacun apporte son plus. Pour que les soignants puissent travailler dans de bonnes conditions, il faut qu'ils soient en sécurité. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui connaisse le terrain, qui puisse avoir une lecture du terrain pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, quoi. Il y a une organisation quand même qui est intéressante. J'ai le souvenir d'une jeune femme qui sortait de son travail. J'entends crier « Médic, médic, médic ». C'était un groupe de CRS. Il y avait une jeune femme qui était par terre. Cette personne-là, elle faisait une crise de panique, mais quelque chose de sérieux. À partir du moment où je lui ai pris la main, elle ne l'a pas lâchée. Donc je lui ai parlé pour la rassurer, et elle m'a dit qu'elle sortait de son travail et qu'elle s'était retrouvée là-dedans. Que ça lui avait rappelé les attentats de Barcelone auxquels elle avait assisté. Elle était enceinte, pour la petite histoire. Bon, il était évident qu'il fallait qu'elle soit évacuée. Donc après, elle ne voulait plus lâcher ma main. Hein. Même quand l'ambulance des pompiers est arrivée, elle ne voulait pas me lâcher. « Monsieur, vous restez avec moi, etc. » quoi. Mais c'est pas tant les blessures qu'on a eues à traiter, etc. C'est surtout l'état émotionnel des gens, quoi. Psychologiquement, nous, il faut qu'on soit costaud pour pouvoir absorber ce choc émotionnel de la personne qu'on prend en charge. Les petites bites. Tu me parlais d'anecdotes, ce qui m'a marqué, c'est que j'ai fait partie de l'équipe qui a récupéré Arthur, qui a perdu son œil en direct. On était l'équipe qui l'a soigné, quoi. C'est l'une des victimes les plus emblématiques de Toulouse. Et ben, en fait, dans une scène de guerre, c'était vraiment une scène de guerre. On était au milieu, c'était panique générale. Il y avait la BAC qui tirait. D'ailleurs, je me souviens du pompier qui était avec moi. Il s'est pris un flashball, ça lui a touché le pantalon et ça a explosé derrière. Parce qu'il faut savoir qu'on est aussi pris comme cible par les forces de l'ordre. On était en train de soigner un crâne matraqué, un peu ouvert, enfin qui pissait le sang, et ça a été nassé avec quasiment que des CRS et des baqueux pas du tout expérimentés, donc ils ont chargé. Ça a donné un mouvement de panique généralisé où les gens se sont réfugiés sur les toits, il y en a qui sont montés sur les tuiles des toits pour échapper à la charge. Et on a vu des gens sauter, mais de partout, et Arthur s'est fait tirer à 4 ou 5 mètres, à tir tendu, dans l'œil. Je crois que depuis que je suis là, j'ai plus soigné de civils que de manifestants en fait. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi. Donc on est obligé de s'improviser et faire avec notre propre matos et venir avec notre propre matos parce qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire. L'équipement, ouais, c'est du budget perso. Ce sac-là, bon, ça coûte une blinde quand même. Hein. Mais je pense que j'ai facilement fait 200 personnes depuis le début. Je suis là quand même depuis l'acte 2. L'acte 1, je l'ai fait sur des ronds-points. L'acte 2, je suis mis en manif. Et depuis, j'ai plus arrêté. S'il n'y avait pas de médic dans les manifs, qu'est-ce qui se passerait? Il y aurait des morts. Qui c'est qui va pouvoir intervenir si jamais il y a des blessés, des gens en détresse respiratoire qui font un arrêt cardiaque, par exemple? Qui c'est qui va intervenir?
Voilà, on a tous le même droit à l'existence. On a tous le droit de participer à cette société. Et aujourd'hui, l'organisation de la société, elle n'est pas construite pour nous. Elle est construite pour une minorité, c'est ce qu'on appelle le capacitisme, le validisme. C'est-à-dire que la société, elle est faite uniquement pour ceux qui sont beaux, forts, mâles, blancs, qui ont environ 30 ans, qui permettent de rapporter de l'argent immédiatement aux actionnaires. Mettez-vous tous si vous voulez bien. Je vous remercie d'être présents pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées aussi, pour les femmes et pour tout le monde. Parce que nous, ce qu'on veut défendre, c'est une société qui est adaptée à tous. Parce que quand elle est adaptée à tous, elle permet à tous de participer à la vie en société. Qu'on soit fragile, pas fragile, qu'on soit fort, pas beau. Parce que si on obtient que la société s'adapte à tous, tout le monde revoit sa place. Eh, c'est bien la technique, hein. Alors donc j'ai un syndrome d'Ehlers dans l'os, qui est une maladie génétique rare. Seulement ça a été diagnostiqué chez moi qu'à 45 ans. Donc j'ai subi une errance diagnostique pendant des dizaines d'années. Je sais aussi depuis peu de temps que je suis autiste Asperger. J'ai des problèmes rhumato importants, cardiaques, respiratoires, ORL, une douleur permanente avec des douleurs plus ou moins importantes, des états fluctuants et des incapacités qui se sont aggravées au fil du temps. Et puis j'ai toujours détesté l'injustice. Et ça, je crois que oui, c'est un peu mon côté Asperger. Je supporte pas l'injustice, je supporte pas la malhonnêteté, je supporte pas un certain nombre de choses. Et ça fait que je suis assez obstiné dans les combats que je mène parce que j'y crois tout simplement, quoi. Je crois que... Enfin, pour moi, c'est pas un choix, je suis comme ça et je peux pas faire autrement de toute façon. Bon, alors avancez là, bordel. Non, mais c'est pas une manière de traiter la population, ça, quand même. Merde. Vous arrêtez vos violences. Personne vous a emmerdé. Là, tous les gens que j'ai croisés, ils étaient pacifiques. Donc vous arrêtez. Bon sang. C'est dégueulasse ce que vous faites. Faut arrêter d'obéir à des ordres injustes. Est-ce que je méritais des lacrymogènes? Est-ce que je méritais des gaz? Est-ce que je méritais qu'on manipule mon fauteuil? Est-ce que je méritais d'être bouillé au canon en haut? Donc non, je vous emmerde. Elle s'est fait gazer, envoyer de l'eau dessus, alors qu'elle est clouée dans le fauteuil. Hein. Que son fauteuil coûte très cher parce qu'il y a un moteur spécial dessous. Et la police n'a pas hésité à envoyer les gaz lacrymogènes tout autour d'elle, l'eau. Et comme elle continue à vouloir avancer, ils l'ont prise à 6 CRS et ils l'ont transportée en dehors de la manifestation. 3 fois, elle est revenue. Alors, il y a des personnages comme ça qui forcent le respect et qui te donnent envie de continuer, quoi. Ça, je l'ai vu. Allô? Ouais, Mélanie, c'est Odile. Oui, c'était pour te dire que tu me préviennes aussi dès que vous êtes en route, quoi, dès que vous êtes dans le truc. Ok, à tout à l'heure. Ciao. Bon courage, salut. Celui-ci et un autre plus loin. Donc on va essayer de tenir jusqu'à 22h parce que l'entreprise ferme à 22h. « 80% des situations de handicap sont invisibles. 80%. Nous sommes une minorité, les personnes en fauteuil. Et pourtant, nous avons tout le temps le droit de vivre que les autres. Les personnes en fauteuil, celles avec des handicaps invisibles, celles qui ont du mal à marcher, celles qui ont du mal à monter les escaliers, celles qui peuvent faire un accident cardiaque à tout moment, celles qui ont du diabète. Voilà, c'est tout plein de choses comme ça.
vous écoutez des ordres, mais voilà, c'est pas vous qu'on en a, c'est On veut des moyens pour vivre de manière autonome à domicile. On veut qu'il n'y ait plus personne dans la rue. On veut que les gens soient respectés. Ils n'en meurent pas de travailler. Ils n'en meurent pas. Parce qu'il y a des gens qui se suicident tous les jours dans des boulots de merde. Et c'est un peu une égérie pour nous, quoi. Enfin, moi, je sais que quand je la vois, je me dis non, mais t'as pas honte, toi, d'avoir la trouille comme ça. Elle fonce, elle y va. Je crois que même qu'elle a bloqué l'aéroport de Blagnac à une période pendant une demi-heure. Bon, moi, je suis émue par tous ces gens-là, quoi. Je lâcherai pas aussi à cause de ça. Parce que ces gens-là, ils nous portent, ils nous disent qu'on a raison, ils disent que ces revendications, elles sont extrêmement légitimes. Et qu'au nom de ça, ben voilà, il faut continuer, quoi, malgré la peur et malgré les violences. Imaginez, si demain on construisait des immeubles que pour des gens qui font 1,20 m, vous feriez comment pour y habiter? Vous ne pourriez pas y habiter, vous trouveriez ça anormal. Eh bien nous c'est pareil. Vous voyez que le handicap ne nous empêche pas d'avoir un peu d'imagination et de trouver des idées, ça pour ça on est bon. Voilà, c'est pareil. C'est assez marrant parce qu'on est poursuivi pour blocage de la circulation alors que nous-mêmes, au quotidien, on est empêchés dans nos déplacements et dans notre circulation. Donc on a trouvé ça assez savoureux. Bravo à nous tous! Quel est notre métier? Voilà, c'est peut-être stupide, mais je peux pas penser qu'à ma situation personnelle, même s'il y a des moments où j'en ai très envie, en fermant les yeux sur ce qui se passe autour de moi. Pour moi, c'est pas possible. C'était le 8 décembre, je me suis fait tirer dessus au flashball, copain Scafarelli. C'était mon premier acte, je suis retourné me coucher direct. Puis après, j'en ai pas fait, j'étais couché pendant 2 mois, et un plâtre pendant 2 mois. Et puis bah, depuis 1 mois, on m'a enlevé le plâtre, donc de temps en temps, je reviens. Que c'est quand même plus facile de se balader sans plâtre. Et puis bah voilà, on est toujours là, on lâche rien, quoi. Enfin, y a pas moyen, quoi. Ils nous auront pas. Il y a 15 jours, j'étais en train de filmer calmement quand un CRS m'a arraché donc, mes protections. Il m'a arraché donc aussi bien le masque à gaz. Et ce CRS s'est permis de me frapper avec, donc on en voit encore la marque. Hein, voilà, donc c'est pour ça que la semaine dernière, j'ai pas pu venir, il fallait le temps que je me remette. Là, je me suis dit, putain, il y a un truc qui est vivant, un truc qui pourra peut-être pas réarriver bientôt, parce qu'avec le contrôle des réseaux sociaux, le contrôle au faciès qui est en train d'arriver dans les rues, sur les caméras partout, je pense que c'est un peu peut-être une des dernières fois où il y a un truc possible pour un truc vivant, énorme comme ça. Donc ouais, obligé, je suis obligé d'être là, quoi. Même si on se fait tirer dessus, obligé, bah on revient, quoi. Pas moyen, c'est pas fini, on restera là, quoi. Le vieux mourir debout, que vivre à genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 polices nationales. Voilà, qui se tiennent assez près, finalement, à une dizaine de mètres de la queue du cortège. On a choisi de faire une conférence de presse sur les événements, on va dire, qui se sont déroulés ces quelques semaines à travers le mouvement des Gilets jaunes, sur les pratiques policières. 2 mots sur l'Observatoire. C'est un dispositif
qui a été mis en place concernant les pratiques policières, notamment en termes de maintien de l'ordre. Il nous a posé question quant au danger que ça pouvait représenter en termes de respect des libertés publiques. Et donc, depuis 2 ans, cet observatoire, qui est constitué de 3 organisations, la Ligue des droits de l'homme, la Fondation Copernic et le Syndicat des avocats de France, couvre les manifestations et fait un travail d'observation avec l'appui méthodologique de l'université, de manière à ce qu'on puisse donner de la visibilité et de la compréhension à ce qui se passe. Voilà. Nous, on a une grande habitude de manifester. La LDH, on y est tous. J'ai vraiment manifesté je ne sais pas combien de fois. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui a vrillé. Et petit à petit, on a l'impression que la police et les CRS, quand ils sont intervenus, il y avait déjà l'idée de pouvoir faire peur. Arrive l'heure de 16h30. Un simple incident ou une simple projectile jeté sur les policiers, et je parle de projectiles qui peuvent être une canette ou même un petit caillou et tout, et là, grenadage massif immédiat des policiers dans la foule. Et la plupart du temps, très vite associé à des grenades explosives. Grenades de désencerclement ou grenades GLI F4. C'est une grenade qui projette 18 plots dans un rayon de 20 mètres à la vitesse de 300 km/h, et ça fait des dégâts assez sensibles. Et on se demande à quoi ça sert de balancer des grenades de désencerclement dans la foule quand les policiers ne sont pas en danger physique immédiat. L'Allemagne, je ne sais pas si tu as vu des grosses manifestations à Berlin, qui sont énormes, avec plus de 100 000 personnes ou 200 000. Et moi, j'ai déjà vu les forces de l'ordre, ils sont là, ils sont en train de manger leur sandwich. Et ils sourient aux manifestants, quoi. Alors que nous, on n'assiste pas du tout, on n'a pas du tout ce même rapport avec la police. On a un rapport de méfiance, on a un rapport de peur. On ne sait pas comment on va se faire maltraiter, quoi. Vous êtes en forme aujourd'hui, les gars? On va vite, on va pas, on boulot. On essaye d'adopter, dans tous les cas, une position de neutralité. On n'a pas d'avis préconçu quand on part en manifestation. Et nous aussi, on est largement obligés de s'équiper pour pouvoir regarder et pour pouvoir observer. On avait des casques, des lunettes, ça paraît complètement dingue. Alors, je ne sais pas si les termes sont justes, mais on est ou dans un état d'émeute, ou dans un état de guerre, mais à aucun moment on sent quelque chose qui garantit les droits et de manifester et de démocratie. On se demande où sont les droits là-dedans. Et ça devient complètement dingue, complètement fou. On est gazé sans rien comprendre, hein. En plus avec plusieurs tirs, on n'y voit rien. On voit des passants qui prennent comme les autres parce qu'ils n'avaient pas qu'à être là à ce moment-là. Ça peut être aussi des bébés avec des gens qui passent et des mamans qui poussent les poussettes. Ça peut être n'importe qui. Plus inquiétant, c'est que les policiers, derrière ça, nous ont visés avec leurs lanceurs de balles de défense. Nous, observateurs. On a un observateur qui a été blessé avec un bout de grenade de désencerclement sur le front. Il va partir avec les pompiers. Il a pris un palais et là les médics l'ont sécurisé dans le magasin, on a appelé le pompier, il va être évacué. Non, sur le front surtout. Il y en a deux, il y en a un avec un éclat dans l'œil. Amenez-le ici, il peut. À l'ambulance. On ne peut pas le déplacer. Tu peux pas le déplacer? Il a eu quand même 10 points, une suspicion de trauma crânien et ça nécessitait une hospitalisation. On lui a tiré dessus. Et il était complètement identifiable puisqu'il avait sa chasuble. Et en plus, c'est une chasuble jaune qui réfléchit la lumière. Enfin, je veux dire, c'était impossible de ne pas l'avoir pris pour cible. Donc... J'ai jamais connu de répression policière comme ça. On dit que c'est depuis la guerre d'Algérie qu'il n'y en a pas eu autant, mais j'ai jamais connu ça. Cette espèce de... Ben c'est pas que les gaz, quoi. Hein. C'est l'humiliation, c'est le sexisme, c'est arrêter les gens, les mettre par terre, c'est se moquer, c'est...
C'est effroyable quoi, de faire ça, quoi. Surtout dans un pays qui se dit démocratique. C'est moi qui préparais la soupe. Ah, c'est vous qui avez préparé la soupe? Vous devriez la goûter, tiens, la soupe. Oui, et vous en avez préparé pour combien de personnes de soupe? Disons, nous en avons au moins. Ce soir, nous avons presque 300. 310 ou quelque chose. 300 repas? Oui. On va vous laisser la parole 2-3 minutes. Au bout de 2 minutes, je lèverai la main. Et là, il faudra que vous finissiez votre discours et votre parole. Je ne vais pas vous couper net, parce que ce n'est pas très agréable. Et ensuite, on laissera quelqu'un d'autre échanger. Quel sujet vous aimeriez traiter en premier? La fiscalité? Bon, ben, moi, je vais vous répondre. Alors déjà, si on n'a pas un représentant de l'État en face de nous, c'est déjà biaisé. Parce qu'on débat entre nous alors qu'on est tous à peu près d'accord. Donc moi, le premier sujet que je voudrais quand même aborder, c'était le RIC, parce que c'est le plus important. Notre démocratie est représentative qui ne l'est plus, il n'y a pas de proportionnel, on vote pour des gens déconnectés de la réalité, et quand on n'est pas d'accord, on passe quand même les lois. Donc moi je pense que l'essentiel de notre lutte devrait se concentrer sur le référendum d'initiative citoyenne et sur une 6e République avec une démocratie directe. Moi, c'était le thème de la santé. On n'a plus accès normalement à des soins, y compris dans des villes dont on ne penserait pas qu'elles puissent être confrontées à ce problème. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un réseau de dispensaires pour désengorger les urgences dans un premier temps, pour traiter les choses moins graves et en même temps essayer de réformer le système de façon à ce que, par exemple, les étudiants boursiers en médecine puissent faire un service civique, mettons, d'une dizaine d'années, au service des populations dans les endroits qui sont potentiellement des déserts médicaux. Bonjour, je suis auxiliaire de vie depuis 22 ans. J'ai sauvé la vie de mon malade et en même temps, moi, je me suis massacré. J'ai été opéré 3 fois des épaules et du coup, mes soucis sont tombés sur mes jambes. J'ai un zona et actuellement, on me donne 600 € par mois. Bonjour. Oui, le RIC, moi je suis vraiment pour, en toute matière, avec vraiment reconnaissance du vote blanc, pour qu'il puisse être reconnu et qu'il invalide la question ou les élus, qu'on en propose d'autres, ça oui bien sûr. Politique, c'est à nous de la reprendre. Il faut continuer parce que vous voyez qu'on a beaucoup de sujets qu'on n'arrive pas à affiner parce qu'on est nombreux, parce que ça prend du temps. On a tous de très très bonnes idées, de l'accumulation de connaissances. Et là, il va falloir qu'on arrive à faire circuler cette connaissance entre nous. C'est important qu'on sache mettre l'ego de côté. Revenez, on se retrouve. Bonjour. Vous êtes les soutiens, c'est ça? Exactement. On fait partie de l'association Indi Sociale et on vient
voilà, se tenir neutral. Donc je rappelle que je suis poursuivi pour des violences sur agents dépositaires de la force publique, alors que c'est moi qui ai eu 5 fractures du pied et une trentaine de bleus sur tout le corps. Je pense qu'on a tous compris que c'était des mesures d'intimidation à mon égard pour tenter de m'empêcher de continuer à protester par rapport aux reculs sociaux que les personnes handicapées, les personnes à mobilité réduite vivent. Et puis avec les gilets jaunes pour la justice sociale, la justice fiscale et la justice environnementale. Pascal Nakache, avocat. Lorsqu'on parle de répression du mouvement social, on est en plein là-dedans. Nous avons un parquet à Toulouse qui, comme hier à Montpellier, avant-hier à Nice ou à Nantes, essaye de faire taire le mouvement social à travers des poursuites judiciaires qui ne tiennent pas la route et qui doivent donc conduire tout simplement à la relaxe d'Odile Morin. Ça confine au ridicule? Oui, ça confine au ridicule. Excusez-moi, mais accuser Odile Morin de violence avec arme en prétendant que c'est son fauteuil qui constitue une arme, prétendre qu'elle a pu blesser un policier au genou quand on voit que la formation même de son fauteuil lui interdit d'avoir accès au genou de quiconque sauf à bondir hors de son fauteuil. Celui qui a choisi de poursuivre Odile Morin avait d'autres idées que l'idée du droit et de la justice. Bon et merci à tous, en tout cas ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous voir tout cela. Moi, j'ai eu pas mal d'arrestations. Je crois que je suis à 6 problèmes avec la justice et la police. Et ça commence bêtement en refusant en fait d'enlever les lunettes de protection. Je me rappelle ma première arrestation, c'était ça, qu'on était un groupe de gilets jaunes à discuter. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien du tout, sauf que moi j'avais les lunettes de ski là, sur les yeux pour me protéger des lacrymos. Et à un moment donné, j'en ai un qui se rapproche de moi, qui essaye de me les arracher même, je crois. Je l'ai vite, et je pense que ça lui a pas plu. Donc au moment où je m'éloigne, il donne ordre à une autre patrouille de m'interpeller, quoi. Du coup, ils me prennent mon sac à dos, et ils me le vident sur le sol. Et c'était au mois de décembre, donc ce jour-là, il avait plu, le sol était trempe. Donc voilà, j'avais des affaires, ils me jettent tout au sol comme ça, et je commence à m'énerver. Et j'en ai un qui commence à me rétorquer ta gueule. Enfin, donc voilà, il y avait déjà... Et du coup, derrière ça, moi je m'énerve. Il y a des insultes qui sont échangées. J'ai son collègue qui m'attrape par le cou. Je suis à moitié étranglée. Celui qui m'a insulté essaie de me mettre un coup de matraque. Et du coup, il y a une espèce de gradé là, qui s'approche de la scène et qui leur dit vous l'embarquez, quoi. Voilà, ça commence tout bêtement, quoi, sur des... Sur les pratiques policières, ce qu'on constate, c'est des fonctionnements des pratiques en marge de la légalité, voire complètement illégales. Je prends quelques exemples. Vous avez certainement toutes et tous expérimenté ces fouilles préventives à l'entrée des manifestations. Et peut-être que certains et certaines d'entre vous ont aussi connu ce délicieux moment où finalement le fonctionnaire de police vous fait du chantage à la liberté. C'est-à-dire vous dit, en fait, si vous me demandez un procès-verbal de saisie de votre matériel, je vous emmène au poste sur un contrôle d'identité et vous ne verrez pas la manifestation. Je suis restée toute la nuit en garde à vue et je me suis dit, ils vont me garder la nuit juste pour me faire chier, pour pas que je recommence, pour me faire arrêter les manifestations. Et puis je me retrouve embarquée au tribunal, à passer en comparution immédiate, ce qu'ils appellent. Et là, on a un avocat commis d'office qui en a rien à fiche en fait de vous, quoi. Les avocats, ils ont sincèrement, je dirais 5 minutes pour défendre leurs clients. Donc en 5 minutes, c'est impossible. Et ils sont condamnés, de toute façon, ils sont condamnés dès qu'ils se sont assis sur la chaise. Pour les comparutions immédiates en matière de gilets jaunes, c'est de manière quasi systématique des peines de prison ferme avec des mandats de dépôt de manière indifférenciée. C'est-à-dire que quelle que soit la situation de la personne, quelle que soit sa situation familiale, professionnelle, quel que soit l'état de son casier judiciaire, bien là, quelle que soit la situation de la personne, le mandat de dépôt, il est quasi automatique. 5 minutes pour être condamné, pour avoir été un manifestant. Mais le pire, c'est que moi, j'ai vu passer quelqu'un, parce qu'il n'y avait pas que des gilets jaunes, hein. Il y avait un trafiquant de drogue. Ben, il est sorti, lui. Lui, il est sorti. Je sais pas, voilà.
J'étais avec une amie et là on voit un sapin qui est en feu. Nous on continue à marcher, on va pour pouvoir rentrer chez nous. Donc de là, puis la police municipale qui arrive, qui nous arrête. Et là je vois mes 2 amis projetés contre le mur, vidage de poche, de sac. Je reviens sur mes pas et je dis excusez-moi mais qu'est-ce que vous faites? C'est quand même des amis à moi, qu'est-ce qui se passe? Il me prend et puis il m'amène sous une caméra, il appelle un collègue et il dit « Est-ce que c'est elle la 3e personne ?» Affirmatif. Du coup, ils nous ont accusés à nous. Ils nous ont directement arrêtés et mis en garde à vue. Le commissaire vient me chercher en cellule et me dit « Voilà madame, vous avez mis le feu dans Toulouse. » Alors, je dis non, je suis désolée. D'abord, je fume pas, j'ai pas de briquet, j'ai pas d'allumettes. Donc, je passe une nuit. Donc, de là, je suis interrogé. Je dis que j'ai rien fait. Au bout d'un moment, avec la pression, je voyais mes 2 amis en garde à vue. Je me disais, à 60 ans, c'était pas possible de les laisser dans ces endroits-là. Donc, j'ai préféré m'accuser moi-même, dire que c'était moi. Il disait, si vous avouez que c'est vous, vous prendrez moins que lui. Donc, il vaut mieux que vous avouiez, vous. Mais j'ai dit non, moi, j'avouerai pas. J'avouerai pas quelque chose qu'on n'a pas fait, ni moi, ni mes 2 autres amis. Et là, il m'a dit, mais il a avoué. Et il a avoué, oui. Mais j'ai dit, mais il a avoué quelque chose qu'il n'a pas fait. Et j'ai dit, parce qu'il ne veut pas me voir en garde à vue. Il avait peur pour moi, quoi. Et il a fait ça pour moi. Réitérez votre message. De la garde à vue, je suis passé directement au tribunal, en sachant que le procureur demandait 10 ans d'emprisonnement. Alors la comparution immédiate, c'est on vous attrape, on vous juge. C'est la justice d'abattage. Et on voit aujourd'hui que le recours massif à la comparution immédiate, il est utilisé désormais pour les gilets jaunes et donc les opposants politiques. On vous explique rien, vous vous retrouvez là devant un juge, il vous explique que vous avez commis des outrages, que vous avez dissimulé votre visage parce qu'on avait un masque de protection contre les lacrymos, que tout ce qu'on peut dire, ils s'en fichent complètement. Ils ont décidé de vous condamner avant même que vous ouvriez la bouche, de toute façon. J'ai dû arriver à 14h, j'ai dû passer dans mon jugement, c'était 22h. Ils ont décidé de me mettre 4 mois de prison ferme, 2 ans de mise à l'épreuve. Et je crois que c'était 8 mois de sursis ou quelque chose comme ça. C'était très sale, le parterre était tout noir. Les carreaux, il n'y avait plus de joints aux carreaux, ce qui veut dire qu'on dormait à 3 dans des cellules qui faisaient 5 mètres de long sur 2,50 mètres de large. L'eau, elle coulait quand il pleuvait, l'eau, elle coulait par terre, donc on était mouillés, il y avait des rats partout. C'est vraiment pas évident, Des bagarres. Il y avait qui dans ta cellule? Dans ma cellule, il y avait un boulanger. Il a voulu éviter un flashball, donc il a mis son pied devant. Et la police l'a poursuivi en disant qu'il voulait les taper, Et après, il y avait un militaire qui s'était mis à courir. Du coup, ils l'ont poursuivi au métro et ils l'ont arrêté. J'avais pris 4 mois, 4 mois d'emprisonnement. Pour moi, les prisonniers, ça a été très, très émouvant. Déjà parce que j'avais cette amie qui était enfermée par dévouement. Donc, quand on les a vus secouer les draps et tout, mais j'avais les larmes aux yeux. Et j'espérais qu'ils vont nous entendre parce que moi, je faisais que crier « Yvon, on est là, on est là !» Bon, par malchance, il était de l'autre côté. Parce que je savais que tous ces gens qui s'étaient fait arrêter ont pris 4 mois, 1 an de prison. Des amendes où ça allait jusqu'à 2 000 €. On aimerait faire le lancer de lanterne comme il faut. Pendant ce temps, moi je vous invite, le deuxième groupe, à allumer les bougies qui le voient de leur fenêtre. Mon combat, c'est que j'ai un fils toxicomane et que je me bats depuis plus de 12 ans avec ça.
C'est affreux. Je me rends compte que les trafiquants de drogue sont dans la rue, que il n'y a pas non plus de clinique pour mon fils. Il n'y a plus rien. On a presque plus rien, quoi. Et qu'on va enfermer un jeune homme comme Yvon parce qu'il est venu défendre ses droits. Donc j'ai beaucoup de colère, moi. On dirait pas, mais j'ai de la colère, ouais, j'ai de la colère. Un conseil à donner à quelqu'un qui viendra en manifestation aujourd'hui? Un conseil, oui, c'est de faire très attention. Ouais. Quand je suis venu, là, j'ai pris le métro. J'ai croisé une dame, 76 ans. On se regarde dans les yeux, on a le rendez-vous au même endroit. Ouais, c'est dans les yeux. On se reconnaît dans les yeux. Et puis une espèce de... 76 ans, une espèce de volonté, de joie de vivre. Allez, on y va. Merci les Gilets jaunes, justement, pour ça. Pour avoir redécouvert la vie. Un bâton de 40, je sais pas, 2 bâtons. 2 bâtons. Oui, 2 bâtons. Mais je comprends pas, ils vont tous par là. Oui, vas-y, compte. 3 bâtons de 40. Ah là, il y a un trou. Là. J'attends alors. Là, c'est la CGT, derrière, c'est les Gilets jaunes. Ah ben c'est pour ça qu'il y a un trou entre les deux. Ça, c'est normal. Alors, on entend, t'en es où? Alors, j'ai bien 4 bâtons. 4, ça fait 4 fois 4, 7, 160 déjà. Et je te dis pas, il va y en avoir des bâtons parce que c'est... il y a du monde, hein. Ah oui. Vas-y, les bâtons. Et le SMT pour bloquer le pays. Macron, nous fait la guerre. Et police aussi. J'ai perdu des amis. Et j'ai perdu des amis parce qu'ils comprennent pas trop ce que je fais là. Mais je me suis fait aussi des nouveaux amis. J'ai fait des belles connaissances, des rencontres que j'aurais peut-être jamais faites non plus. Parce que moi, j'habite une cité. J'ai l'impression d'être le seul gilet jaune ici, qui l'assume en tout cas, qui le porte et qui va aux manifs. Mais quand je descends, les gens me disent « Tu sais, Véro, je te remercie parce que tu as le courage d'aller dans les manifs. Moi, je ne l'ai pas parce que j'ai peur. »
Je garde la sympathie vraiment pour les pauvres gilets jaunes, quoi, parce que j'ai rencontré dans les manifs de tout, quoi. J'ai rencontré des gens qui vivaient avec 600 € par mois, quoi. Des jeunes qui avaient passé, qui se battaient, qui attendaient pendant 8 mois pour faire un stage de formation professionnelle, qui se retrouvent au chômage, quoi. Les gilets jaunes, c'était les premiers gilets jaunes, quoi. Les gilets jaunes de départ, ceux qui étaient sur les ronds-points ou ceux qui étaient sur les premières manifs, quoi. Ouais, merci. On lâche rien. Avant qu'il y ait ce mouvement-là, moi je me disais, bon, les Français sont des zombies, il va plus rien se passer, c'est trop tard, c'est perdu, ça y est, on a perdu, quoi. Et de voir ce mouvement-là aussi vaste, divers, je me suis dit, ok, non, cool. Les Français, on n'est pas tant dévots que ça. On a envie d'exister, on a envie de vivre, on a envie d'établir une justice et de vivre dignement. Ok, enfin, ça y est, les gens se réveillent. Moi, mon esprit, c'est la collectivité. Moi, je me bats pas pour moi, pour tout le monde, pour nos enfants, pour les générations à venir. Et en remerciement surtout à nos grands-parents qui ont lutté. Alors nous, on doit faire la suite. J'oscille entre espoir et scepticisme. Voilà, tout le temps. Je regarde la télé, je suis sceptique, je vais à la manif et je vois tous ces gens, je suis pleine d'espoir. Voilà, c'est comme ça. On ne sait pas où on va en plus, hein, c'est la grande inconnue. Au tout début, c'était de la colère, maintenant il y a de la conscientisation. Comme disait un proverbe musulman, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. En fait, vous n'entendez que l'arbre qui tombe. Vous n'entendez que l'arbre qui tombe. Venez voir la forêt pousser, en fait, chez les Gilets jaunes. Alors, accompagnement, entre assistance et accompagnement. Pour moi, la question fondamentale qu'on ne pose pas directement, c'est la place de la compétition, quoi. Est-ce qu'on peut vivre décemment en tant qu'humain dans un système darwinisme où le meilleur gagne? En fait, c'est ce qui est en train de se passer. On ne peut pas envisager l'amélioration de l'humain si on ne met pas dans notre mode de relation la solidarité, quoi. C'est pas possible. La compétition fait des morts. Communication non violente, mais c'est un protocole en fait. Sortir de tout rapport de domination dans notre manière de communiquer. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je crois que j'avais lu le mot résilience très peu de temps avant, et je me suis dit, résilience, c'est quand même... c'est cette faculté de résister au choc et au traumatisme. J'ai proposé cette commission résilience qui devait permettre aux gens de tenir, une espèce de base arrière qui permettait aux gens qui tombaient d'avoir un matelas pour se tourner. Et le but, c'était de donner des réponses en une semaine à des problèmes graves. Que ce mot même de résilience émerge au sein de ce mouvement foisonnant, pour moi, je trouve ça chouette, beau, magique. Prendre soin les uns des autres, c'est ça en fait, c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Et dans une perspective de durée, pour moi c'est fondamental. C'est vraiment ça qui pose les fondations, voilà, vraiment les fondations d'un mouvement qui peut se pérenniser, avancer. Ouais. J'ai trouvé ça vachement bien organisé, quoi, de tirer de nos mots, de nos paroles, une synthèse, de le mettre sur papier et de voir si ça correspondait vraiment à tout le monde. Enfin, il y a vraiment une façon de réfléchir à la démocratie pour que la parole de chacun soit respectée. Il y a une recherche profonde de tout ce qui peut entraver la parole. J'ai été vraiment impressionnée par cette profondeur en fait, du travail sur la démocratie, quoi. Et la première évidence qui est mise en avant dans ce mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche au niveau politique. Et voilà, la manière dont on est dirigé, la manière dont les choses sont réparties, qu'il s'agisse des richesses, du temps de travail, du pouvoir et toutes ces choses-là, quoi. C'est l'effondrement de ce mythe-là qu'on aurait des élites qui seraient vertueuses et qui seraient là pour notre bien à tous. Et pour moi, c'est ce premier effondrement-là d'abord. Et
Et après, il y a de plus en plus de gens qui parlent de décroissance au sein des Gilets jaunes, et par la force des choses, hein, quand on est sur un rond-point, qu'on doit se chauffer, qu'on doit faire des choses, on trouve des solutions pratiques du système D. C'est ça la décroissance finalement. Et donc par la pratique, on en vient à ces réalités-là. Là, les mecs qui veulent planter des graines à côté du rond-point qu'ils occupent et compagnie, ils en viennent à se rendre compte que les graines aujourd'hui, elles sont captives d'agro-industrie et compagnie, et qu'il y a des gens qui font de la résistance sur les graines libres. Et c'est en faisant et en se confrontant aux réalités soi-même, et ça, c'est en train de se faire, concrètement. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais t'es complètement folle, t'as un instant de divorce, là j'ai fait 15 jours de prison, je suis fichée, j'ai je sais pas combien d'amendes sur le dos, et pourtant je regrette rien. Mais vraiment rien, quoi. C'est que j'ai tellement grandi, j'ai tellement évolué, j'ai tellement, même humainement, j'ai appris à découvrir l'humanité, à reprendre confiance en moi et dans les autres, quoi. J'ai rencontré tellement de gens magiques dans ce mouvement, des gens qui sont prêts à donner tout pour les autres. On nous a construit dans une société d'individualistes où on te fait croire que il faut que tu avances pour ta gueule parce que les gens ne te donneront rien et que chacun avance pour la gueule, mais c'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai, ça c'est ce qu'on veut nous faire croire, quoi. Moi, quand je suis arrivée dans ce mouvement, j'ai voulu transformer l'extérieur, mais je pense que je me suis beaucoup changée intérieurement, en fait. Il y a une dimension qui est magnifique, quoi. Celui que j'aime beaucoup et que j'ai écrit derrière mon gilet, c'est « Je pense, donc j'y suis ». Celui-là, je l'adore. Après, il y a celui « Il remue le couteau dans la paix ». Moi, je l'adore, celui-là aussi, parce que c'est tout à fait ça, en fait. Hein. Voilà. Après, on ne rentre pas dans un monde meilleur sans effraction, et très joli aussi. Celui qui m'a fait rire, c'est « Enfin, les ronds-points servent à quelque chose ». Ça, c'est génial. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Nous allons procéder aux interpellations de toutes les personnes. Je vous invite à prendre le métro et à vous disperser.